Alors mes chères premières, si votre première réaction à l'issue de l'épreuve d'hier était de vous ruer sur les sites en ligne afin d'accéder à une forme de correction des exercices du baccalauréat et que ça n'a fait que décupler votre taux de stress et d'angoisse et fait revenir en force ce gros gremlins du doute en vous, je pense que vous êtes en train de visionner la bonne vidéo, puisque la première chose que je vais vous dire, c'est que ces corrections sont à prendre avec des pincettes, avec beaucoup de nuances et si ça vous a semblé extrêmement complexe, voire incompréhensible, c'est aussi parce que ça a été réalisé par des gens très diplômés et que voilà, l'ensemble est effectivement à nuancer. Alors moi aussi, je vais vous donner des pistes de correction et de la même manière, ces pistes, elles sont pas à prendre comme des vérités absolues parce que je n'ai pas la prétention de détenir la vérité absolue sur les choses, mais je vais néanmoins vous proposer quelques pistes de réflexion à partir du sujet qui a été proposé en série ES et S. Et dans un premier temps, je vais m'intéresser à la question de corpus qui était la suivante: quel comportement humain les auteurs du corpus dénoncent-ils? Alors à mon sens, on aurait pu axer le plan pour répondre à la question de corpus en deux axes. Parler dans un premier temps de la cruauté exercée par les humains sur les bêtes, ou de l'exploitation, de l'instrumentalisation violente de l'homme envers les bêtes. Et dans un second temps, j'aurais parlé plutôt de la cruauté ou de l'inhumanité en fait des humains, même si ça peut sembler un peu paradoxal, l'inhumanité des humains, voire aller jusqu'à parler de l'égocentrisme de l'homme ou de l'exploitation de l'homme par l'homme, puisque ces aspects apparaissent aussi dans les différents textes du corpus. Alors ce qui était important pour le corpus, et que j'ai déjà mentionné dans la vidéo précédente, c'est que votre réponse doit être argumentée et doit vraiment permettre de confronter les textes. C'est ça le plus important. Donc évidemment, si vous avez fait un traitement complètement disjoint des textes, c'est-à-dire texte par texte, vous n'apportez pas une réponse synthétique et du coup, vous ne répondez pas à la méthodologie de l'exercice. Donc c'était important de proposer des arguments qui permettent de regrouper les textes, même si, je le répète, un des textes potentiellement se singularisait, ce qui me semble d'ailleurs pas être le cas pour ce sujet-là. Vous auriez néanmoins pu le traiter à part dans un axe effectivement différent. Ensuite, alors on va s'intéresser aux commentaires. Il s'agissait de commenter l'article bête extrait du dictionnaire philosophique de Voltaire, et donc je vais vous proposer quelques pistes de réflexion sur le sujet. À mon sens, alors j'ai réussi à dégager un certain nombre de problématiques à partir de ce texte que je vais vous donner, mais pareil, je répète, c'est à prendre avec des pincettes, c'est pas une vérité absolue, c'est à nuancer, à modaliser. Voici la première problématique. À mon sens, on aurait pu se demander dans quelle mesure cet article du dictionnaire philosophique a-t-il une portée polémique, puisque le registre polémique était un registre qui apparaissait dans l'ensemble des textes. Donc ça aurait été intéressant de s'intéresser à... Ça aurait été intéressant de s'intéresser à ce site un peu pléonasme, ça aurait été intéressant de se focaliser sur la portée polémique de cet article. Deuxième problématique, on aurait pu se demander dans quelle mesure cet article est emblématique par sa force polémique justement de l'esprit des Lumières, puisqu'effectivement tout l'engagement de Voltaire en tant que philosophe des Lumières, enfin les grands enjeux en tout cas de cet engagement apparaissent aussi à travers cet article. Troisième problématique, on aurait pu se demander dans quelle mesure cet article est-il fondé sur la dénonciation de l'instrumentalisation et de l'assujettissement des bêtes par l'humain, donc une problématique un peu plus thématique. Enfin, on aurait pu se demander dans quelle mesure cet article critique-t-il ou constitue-t-il une violente diatribe à l'égard des machinistes, des théoriciens machinistes. On aurait pu remplacer violente diatribe par évidemment réquisitoire, parce qu'à mon sens, c'était une forme, ce texte, on le verra dans le plan, mais fondé à la fois sur la notion de réquisitoire et de plaidoyer. Et vous auriez enfin pu aussi vous demander dans quelle mesure la stratégie argumentative persuasive ici mise en lumière par Voltaire est-elle mise au service de la critique ou de la dénonciation. Voilà, ça me semblait être un peu les principales problématiques autour de ce texte, même si potentiellement ce n'est pas évidemment exhaustif. En termes de plan, alors je vais vous donner des pistes, pareil, qui sont pas figées. En premier axe, j'aurais parlé du réquisitoire contre l'instrumentalisation évidemment des bêtes, des animaux.
Et dans un premier temps, j'aurais parlé dans une première sous-partie de la stratégie argumentative persuasive de Voltaire, de l'idée que cet article s'inscrit véritablement dans un registre pathétique, avec toute l'isotopie de la pitié, la multiplication des questions rhétoriques, les effets de gradation, d'énumération qui permettent d'appuyer sa stratégie. Dans une deuxième sous-partie, j'aurais parlé de cette critique, de l'instrumentalisation, un peu de l'utilitarisme des bêtes, hein, qu'on utilise même visiblement comme cobaye pour la médecine. Évidemment, j'aurais analysé toute la métaphore, de la bête associée à la machine et donc le fait qu'il contrecarre complètement les idées de Descartes. Dans un deuxième axe, j'aurais parlé de ce texte comme d'un plaidoyer envers les animaux, envers les bêtes, et dans une première sous-partie, je me serais intéressée au constat que fait Voltaire ici des facultés raisonnables des animaux et de leur faculté d'apprentissage. Il donne des exemples très précis, donc j'aurais effectivement repris ces exemples pour les analyser. Et dans une deuxième sous-partie, j'aurais parlé du constat ou de la similitude, de l'effet de comparaison qu'il fait entre l'homme et la bête. Similitude à la fois sur le plan comportemental, sur le plan du sentiment aussi, et l'idée qu'en fait ici Voltaire nous propose plus une différence de degré entre l'homme et la bête qu'une différence véritablement de nature. Voilà, donc ça c'est pour le commentaire. Alors pour la dissertation, je vous relis le sujet. Voilà le sujet de dissertation qui vous était proposé. La littérature vous semble-t-elle un moyen efficace pour émouvoir le lecteur et pour dénoncer les cruautés commises par les hommes ? Alors, évidemment, différents plans étaient possibles pour répondre à cette question, d'autant plus que entre le verbe émouvoir et le verbe dénoncer, vous avez une conjonction de coordination et j'ai cru comprendre que certains élèves avaient du coup proposé en premier axe la littérature comme outil pour produire de l'émotion chez le lecteur, et dans un deuxième axe la littérature comme outil pour dénoncer, ce qui me semble en fait pas faux du tout, puisque le sujet, comme il est posé, à mon avis, je l'ai lu plusieurs fois, vraiment se prête à un traitement de cette sorte-là. Le plan que je vous propose est néanmoins le suivant. J'aurais dans un premier axe donc j'aurais proposé un plan dialectique, et j'aurais dans un premier axe défendu l'idée que certes la littérature est un moyen efficace pour émouvoir le lecteur et dénoncer les cruautés commises par les hommes, en parlant dans une première sous-partie de l'idée que la littérature permet de rendre compte d'une forme de réalité, d'être une forme de miroir du réel, une espèce de témoignage réaliste de ces cruautés commises par les hommes, et donc je me serais vraiment focalisée sur la puissance du réel, ce qui m'aurait permis de donner en exemple, par exemple, Si c'est un homme de Primo Levi, etc., qui est un véritable témoignage sur l'enfer de l'univers concentrationnaire. Dans une deuxième sous-partie, je me serais intéressée à l'idée que la littérature permet de métaphoriser le réel, qu'elle utilise la puissance de la fiction pour émouvoir le lecteur et le rendre du coup sensible à certains dysfonctionnements, certaines cruautés commises par les hommes. Et j'aurais proposé différents exemples issus par exemple de récits dystopiques ou de la littérature de l'absurde qui est fondamentalement engagée, etc. En prolongement de cette sous-partie, j'aurais proposé dans une troisième sous-partie, dans un troisième argument, l'idée que la littérature effectivement est un moyen efficace pour émouvoir et dénoncer, parce que la littérature joue sur les effets, sur les registres, sur les procédés, sur tout ce qui concerne la forme du texte, et du coup, dans une certaine mesure, la littérature permet aussi d'exhorter le lecteur à penser par lui-même. La littérature devient alors une force de conscientisation, ce qui est le cas par exemple avec tous ces auteurs qui utilisent l'ironie, puisque l'ironie invite le lecteur aussi à penser par lui-même, à déjouer un petit peu l'implicite aussi du texte. J'aurais parlé de Voltaire, les premières, vous auriez pu parler de Lydie Salver, de Bec BD qu'on a vu cette année, de Marguerite Duras, enfin toute notre séquence sur l'ironie qui vraiment, je pense, aurait fonctionné dans cette sous-partie. Dans une quatrième sous-partie, j'aurais parlé de l'idée que la littérature est donc toujours un moyen efficace pour émouvoir et dénoncer, parce qu'elle est un véritable outil, un moyen de diffusion de la pensée, et c'est la spécificité de certains formats, de certains genres littéraires, rend la littérature vraiment propice à la diffusion, et je me serais évidemment focalisée
focaliser sur la poésie engagée, puisqu'on a pas mal travaillé là-dessus aussi, avec Rimbaud, Hugo, Aragon, etc., etc. Dans un deuxième axe, donc toujours conformément à ce plan dialectique, j'aurais contrecarré le premier axe en disant que cependant, la littérature n'est pas toujours un moyen efficace pour émouvoir le lecteur et pour dénoncer les cruautés commises par les hommes, puisque petit 1, malheureusement, certains textes se font censurer, donc j'aurais parlé de la censure, notamment avec les œuvres de Molière, etc. Deuxièmement, j'aurais axé ma deuxième sous-partie sur l'idée que certaines œuvres sont hermétiques, sont difficiles d'accès sur le plan linguistique, sur le plan de la compréhension, sur l'idée aussi que forcément certains lecteurs ne comprennent pas nécessairement l'ironie, l'implicite, et donc ces œuvres malheureusement paraissent assez inefficientes pour émouvoir et dénoncer. Troisièmement, je me serais évidemment intéressée à l'idée que parmi les fonctions de la littérature, il n'y a pas que la fonction d'émouvoir ou celle de dénoncer, et j'aurais donc du coup axé cette troisième sous-partie sur les autres fonctions de la littérature, par exemple l'idée que la littérature peut procurer de l'évasion chez le lecteur, que la littérature peut être focalisée sur une forme d'exploration du langage, par exemple avec les auteurs surréalistes, les symbolistes, que la littérature peut être tout simplement ludique. Donc voilà, j'aurais vraiment accentué cette sous-partie sur les autres fonctions de la littérature. Enfin, non, pas tout à fait enfin, puisque potentiellement, autre argument possible dans ce deuxième axe qui explore les limites de la littérature, j'aurais parlé du Parnasse, parce que les Parnassiens refusent toute utilité à la littérature, et je me serais servi de cette citation très très connue de Théophile Gautier qui dit que tout ce qui est utile est laid, et donc qui refuse tout la littérature comme outil, comme moyen, comme outil, qui refuse l'instrumentalisation de la littérature. Voilà. Enfin, dernière possibilité qui était possible d'exploiter, c'est l'idée évidemment que d'autres supports artistiques peuvent se révéler efficaces pour émouvoir et pour dénoncer, donc pas que la littérature. On aurait pu parler de cinéma, de toutes les œuvres picturales, d'autres œuvres scéniques, qui évidemment semblent efficientes pour émouvoir le lecteur et pour dénoncer les cruautés commises par les hommes. Je rappelle que ce plan n'est pas un plan figé, que c'est une proposition, mais je suis persuadée que d'autres, beaucoup d'autres propositions, notamment les vôtres, sont justes aussi. Alors, dernièrement, je vais rapidement parler du sujet d'invention. Alors, à mon sens, dans ce sujet d'invention, il y avait 5 consignes fortes, 5 éléments de consignes explicites, évidemment respectés absolument. La première était de bien respecter les codes de l'article de presse. Deuxièmement, de respecter la longueur qui était attendue, c'est-à-dire au moins 50 lignes. Ça ne veut pas dire qu'il fallait se limiter à 50 lignes, mais proposer au moins 50 lignes. C'était le minimum pour remplir le contrat, ce qui signifie que si vous avez fait plus, évidemment, ça ne peut être, à mon sens, si c'est de qualité, que valorisé. Troisièmement, vous deviez reprendre les caractéristiques du texte de Marguerite Yourcenar. Donc quand on vous invite à reprendre les caractéristiques d'un texte, c'est un peu écrire à la manière d'eux, peut-être sans aller totalement jusqu'au pastiche, mais voilà, il y avait cette idée-là. Quatrièmement, vous deviez évidemment structurer votre production en proposant des arguments variés. Donc ça me semblait absolument important. C'est vrai qu'on a coutume de dire que le sujet d'invention est un peu une forme de dissertation cachée, et il est vrai que la plupart des sujets d'invention vous demandent d'être extrêmement rigoureux quant à la structure, à l'argumentation. Vous devez avoir un propos en fait derrière, et pas juste écrire au fil de votre imagination de manière complètement anarchique. En fait, ça se construit aussi. Et cinquièmement, dernière consigne très importante, vous deviez adopter un ton polémique, donc être dans le registre polémique, utiliser les procédés propres à ce registre, à savoir potentiellement le recours au pathétique, le recours au tragique, la multiplication des questions rhétoriques, tous les procédés qui pouvaient effectivement susciter l'indignation et la révolte. Donc ça, c'était les consignes explicites
Mais évidemment, pour avoir une bonne note au sujet d'invention, il ne faut pas omettre de travailler sur les consignes implicites, donc celles qu'on ne vous donne pas texto, comme ça dans le sujet, à savoir travailler, mais je l'ai déjà dit, sur la qualité linguistique de votre production, qui constitue en fait un critère pour l'ensemble des exercices, mais je dirais particulièrement pour celui-là, et la qualité littéraire, travailler le style, l'insertion des procédés, la qualité formelle de votre production, ça me semble absolument évident, d'autant plus qu'on vous invite quand même à travailler sur les effets ici, clairement dans la consigne pour le lecteur. Donc voilà pour l'ensemble de ces exercices d'écriture. En guise de conclusion, je rappelle simplement que ce que je vous propose là, ce ne sont que des pistes de réflexion et qu'elles n'ont pas la prétention d'être complètes et exhaustives, mais néanmoins, je pense assez pertinentes. Si vous souhaitez revoir les barèmes des différentes épreuves du baccalauréat, je vous ai mis dans la description un lien qui vous dirige vers le site de l'Académie de Strasbourg, puisque les barèmes qui ont été adoptés sont à mon sens extrêmement pertinents, et c'est à partir de ces barèmes en fait que nous corrigeons les écrits du baccalauréat. Donc c'est important de savoir comment on est noté, aussi pour savoir comment s'améliorer, même si évidemment là ça aurait été intéressant d'avoir ces barèmes avant, rien de tel que la transparence. Et enfin, je dirais, avant de terminer cette vidéo, que la notation n'est pas une science exacte, et qu'en dépit des critères assez scientifiques, assez objectifs qui sont mis en lumière, il est évident qu'entre les correcteurs, il peut y avoir des différences de notation, mais ça ne doit pas vous inviter à diaboliser le correcteur, parce que vraiment, je vous assure que les correcteurs du bac ont la consigne d'être, et le sont du coup, extrêmement bienveillants.